Voici le texte avec la ponctuation insérée. En utilisant des tactiques et des stratégies en avance sur son temps, Rome est devenue l'un des plus grands empires de l'histoire. Cela est dû, en grande partie, à l'habileté stratégique de ses généraux, qui ont été la force motrice derrière le grand succès militaire. Ils sont responsables de l'expansion de la République et de l'Empire par la guerre, augmentant considérablement le nombre de provinces romaines. Et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les 10 meilleurs généraux de l'armée romaine et leurs grandes réalisations. Le premier est Scipion l'Africain, connu comme l'un des plus grands généraux et stratèges de l'histoire. Publius Cornelius Scipion. L'Africain a remporté de nombreuses batailles épiques lors de la Deuxième Guerre punique, entre 218 et 201 avant notre ère. Mais, bien sûr, sa plus grande victoire est survenue à la bataille de Zama, lorsqu'il a vaincu le général carthaginois Hannibal. Scipion se dirigea avec son armée vers le village de Zama, où se trouvait le camp des troupes carthaginoises. Dans la bataille, qui a eu lieu le 19 octobre 202 avant notre ère, Scipion était en infériorité numérique. Il avait un avantage modeste de l'armée et de la cavalerie. Mais Hannibal avait des vétérans de toute sa campagne d'Italie et 80 éléphants de guerre. La bataille a commencé lorsque Hannibal a mené ses éléphants pour déchiqueter la ligne de front romaine. Mais Scipion était un bon tacticien et a formé ses soldats à affronter les animaux. Il a disposé ses hommes en colonne verticale avec des chemins au milieu, a posé des pièges dans le sol et leur a même fait souffler des trompettes, effrayant les éléphants. Certains éléphants tombèrent dans les ouvertures et d'autres furent repoussés vers les soldats carthaginois. Ainsi, la stratégie d'Hannibal fut un fiasco et, après une bataille sanglante et interminable, les Romains gagnèrent. Après la défaite, le Sénat de Carthage signa un accord de reddition, mettant fin à la guerre qui avait duré près de 20 ans. Avec cette victoire, Rome s'assura le contrôle de la Méditerranée occidentale et commença à annexer la péninsule ibérique, forgeant des alliances avec l'Afrique du Nord. Le second est Caio Mario. On attribue à Marius une série d'actions qui ont eu une influence significative sur la transformation de la civilisation romaine de la République à l'Empire. Il a permis aux Romains sans terre de rejoindre l'armée, car auparavant ils étaient tenus de posséder des biens. Dans le même temps, il a modifié la loi pour que les soldats aient à porter leur propre équipement. Ces hommes sont devenus connus sous le nom de mules de Mario. Il a également occupé le poste de consul, étant élu 7 fois, ce qui est sans précédent, à partir de 107 avant. Bien que la position soit devenue de plus en plus autocratique, ces élections visaient davantage à accorder des pouvoirs d'urgence pour lutter contre les hordes d'envahisseurs qu'à faire respecter la Constitution. Mario s'est également distingué en tant que général d'une grande perspicacité dans plusieurs campagnes, en particulier en Afrique et contre les tribus allemandes. Il est célèbre pour avoir vaincu les Teutons alors qu'ils avançaient en Italie. La tribu avait combiné une attaque sur 2 fronts contre le pays avec la tribu germanique des Cimbres, depuis leur position en Gaule. Il tendit une embuscade aux hordes à la lisière des Alpes et tua environ 100 000 envahisseurs. Le troisième est Lucius Cornelius Sylla. Bien qu'il soit né dans la pauvreté, Sylla a atteint une position importante dans l'armée romaine et est devenu un acteur essentiel dans la victoire de la guerre de Jugurthine. Jugurtha, chef des Numides, avait défié le décret romain en divisant la Numidie entre sa famille royale. Rome a riposté, battant le leader et le poussant à l'exil en Mauritanie. Sylla passa un accord avec Bochus, roi de Maurétanie, qui livra Jugurtha aux Romains, mettant ainsi fin à cette guerre sans effusion de sang. Sulla a été très apprécié au Sénat pour cela. Par la suite, il combattit aux côtés de Marius contre les envahisseurs Cimbres et Teutons, avant d'occuper des postes politiques, dont celui de consul. Après ses efforts, en tant que général pendant la guerre sociale de 91 à 88 avant notre ère. Sylla
est devenu le premier général à marcher sur Rome en réponse à Marius, le relevant de son commandement. Bien que plusieurs de ses commandants refusent de l'accompagner, il réussit à forcer Marius à quitter la ville. Bien que Marius revint plus tard et reprit son pouvoir alors que Sylla était en campagne en Asie, en 82 avant Jésus-Christ. Son succès a conduit le Sénat à le nommer dictateur, ce qui lui a apporté un pouvoir presque absolu. Le quatrième est Gnaeus Pompée le Grand. Issu d'un milieu provincial riche, Magnus, ou Pompée le Grand, était l'un des principaux dirigeants des dernières décennies de la République romaine et le général le plus célèbre de Rome lors de sa fermeture. Il est d'abord entré sur la scène politique en levant des troupes pour aider Sylla à libérer Rome des Marians en 83 avant Jésus-Christ, aidant à les vaincre et gagnant le surnom de « boucher adolescent ». Lorsque les pirates commencèrent à menacer l'approvisionnement en blé de Rome en 67 avant Jésus-Christ, Pompée reçut le commandement de 120 000 soldats et de 500 navires. En divisant la Méditerranée en 12 zones, il a résolu le problème en seulement 3 mois. Pompée forma plus tard une alliance connue sous le nom de Premier Triumvirat romain, avec Jules César et Crassus. Il épousa la fille de César, Julia, pour cimenter l'alliance. Cependant, à la mort de Julia en 54 avant Jésus-Christ, un gouffre s'est formé entre Pompée et César, qui a rapidement commencé une guerre civile. César sortit victorieux et Pompée s'enfuit finalement en Égypte où il fut tué. Cinquième, Caius Julius César, probablement le plus célèbre de tous les Romains. En tant qu'homme politique, César a été le premier empereur en tout, sauf le nom. Après la conquête de la Gaule, qui étendit le territoire de Rome à la Manche et au Rhin, il devint le premier général romain à traverser les 2 canaux. Il jeta un pont sur le Rhin et mena la première invasion de la Grande-Bretagne. Ces conquêtes accordèrent à César une puissance militaire inégalée, qui menaçait d'éclipser Pompée et le Sénat. Pompée accusa César d'insubordination et de trahison, et lui ordonna de licencier son armée et de retourner à Rome. César refusa, et, en 49 avant Jésus-Christ, il mena son armée dans la guerre civile, dans laquelle il triompha. Déjà dictateur à Rome, César révisa le calendrier, commença la construction d'une basilique et émit une nouvelle pièce de monnaie avec son visage dessus. Il fut assassiné en 44 avant Jésus-Christ. J'y pensais, et sa mort précipita la fin de la République romaine. Le 6e est Marc-Antoine, considéré par beaucoup comme le plus grand général romain. Marc-Antoine a commencé sa carrière en tant qu'officiel en Égypte entre 54 et 50 avant Jésus-Christ. Il a servi sous Jules César, devenant l'un de ses officiers les plus fiables. En conséquence, après l'assassinat de César, Antoine est devenu le chef de Rome, avec le fils adoptif de César, Octave, comme principal rival. Le 2e triumvirat fut formé par Antoine, Octave et Lépide, Antoine prenant possession de la moitié orientale de l'Empire romain et Octave de la majeure partie de l'Ouest. Antoine épousa la sœur d'Octave, Octavie, mais prit plus tard Cléopâtre, la reine d'Égypte, comme maîtresse et épouse. Cela signifiait la rupture de son alliance avec Rome. Lorsque la guerre éclata entre les 2 hommes, Antoine fut vaincu et lui et Cléopâtre s'enfuirent, où ils se suicidèrent. 7e, Marcus Vipsanius Agrippa. Il était un ami proche du premier empereur, Octave Auguste, depuis l'enfance. Octave et Agrippa ont servi comme officiers de cavalerie sous César à la bataille de Munda en 45 avant Jésus-Christ. Après la bataille et de retour à Rome, César adopta Octave comme son héritier légal, alors que les factions sénatoriales à Rome devenaient de plus en plus agressives. César envoya Octave et Agrippa étudier à Apollonie, avec les légions en Macédoine. Agrippa gagna une grande faveur parmi les légionnaires macédoniens et fit preuve de remarquables compétences de leadership. En Grèce, il a également travaillé dans l'architecture, acquérant les compétences qu'il utilisera plus tard dans sa vie.
En plus d'être le principal conseiller militaire d'Octave, Agrippa était général de la flotte de navires de l'Empire romain et était responsable de la construction du port de Portus Julius, qui reliait les lacs Lucrine et Averne, afin que les navires de Rome puissent être efficacement défendus contre l'attaque de Sextus Pompée. Agrippa et Octave ont combattu ensemble dans de nombreuses batailles terrestres et navales à travers l'Empire, y compris en Gaule, en Germanie et peut-être en Afrique. Agrippa était aussi connu pour ses devoirs civiques que pour ses exploits militaires. Il était responsable de la coordination des réparations et des améliorations de l'usine d'eau de Rome, de la rénovation et de l'agrandissement de l'aqueduc Aqua Marcia et de l'introduction de l'eau dans de nouvelles parties de la ville. Lorsqu'Auguste arriva au pouvoir, Agrippa travailla en étroite collaboration avec l'empereur, réparant les rues et les bâtiments et organisant des festivals pour les habitants de Rome. Auguste fit l'éloge indirect d'Agrippa lorsqu'il dit plus tard « J'ai trouvé la ville de briques, mais je la laisse de marbre ». Le 8e est Germanicus Julius César. Germanicus était un membre important de la dynastie julio-claudienne et l'un des généraux les plus notables des premières années de l'Empire romain, en particulier pour ses campagnes en Germanie. Fils de Néron Claudius Drusus, l'agnomène Germanicus a été ajouté à son nom complet en 9 avant notre ère, après des victoires en Germanie. En fier d'April, Germanicus fut adopté par son oncle paternel, Tibère, successeur d'Auguste en tant qu'empereur. Il est nommé commandant des forces en Germanie en 14 avril, jour après la mort d'Auguste. Après avoir réprimé une rébellion parmi les 8 légions qu'il commandait, il marcha dans la forêt de Teutoburg, théâtre d'une bataille en 9 après JC, où il enterra les os des soldats romains tombés au combat, avant de poursuivre la tribu des Chéruscans, tuant de nombreux habitants dans un acte de vengeance. En 16 après Jésus-Christ, il prouva à nouveau son habileté stratégique lorsqu'il affronta une alliance allemande à la bataille de la rivière Vésique, où plusieurs milliers de soldats allemands furent tués par rapport aux pertes romaines mineures. Le 9e est Julio Agricola. Agricola était le général qui a conquis la Grande-Bretagne, et pas seulement des parties de celle-ci, mais la totalité, livrant des batailles à travers le pays et, en tant que gouverneur final, établissant 1300 miles de route et construisant au moins 60 forts. Après avoir pris ses fonctions à Rome, Agricola fut envoyé par l'empereur Vespasien pour servir en Grande-Bretagne en tant que commandant, devenant plus tard gouverneur. Il reçut l'ordre de conquérir l'île, menant son armée dans le nord de l'Écosse. Agricola a établi des forts dans une grande partie des plaines et a introduit des mesures de romanisation, encourageant les communautés à construire des villes sur le modèle romain et éduquant les fils de la noblesse indigène à la manière romaine. Il ordonna également au préfet de la flotte britannique de remonter la côte nord, confirmant pour la première fois que la Grande-Bretagne était, en fait, une île. Agricola fut rappelé en Grande-Bretagne, en raison de la rumeur selon laquelle l'empereur Domitien était jaloux de ses succès. Le 10e est Néron Claudius Drusus, également connu sous le nom de Drusus l'Ancien. Il était un homme politique romain et un commandant militaire responsable des premières grandes campagnes romaines au-delà du Rhin et de la conquête de la Germanie, devenant le premier général romain à atteindre les rivières Vésique et Elbe. Frère de Tibère, qui devint empereur, Drusus était également le fils de l'empereur Auguste, bien que officiellement son père soit cité comme Tibère Claudius Néron. Cette rumeur fut encouragée par Drusus, car elle le plaçait en ligne directe avec Auguste. Les prouesses militaires de Drusus étaient évidentes lors de ses incursions en Germanie en 12 avant notre ère. J.C. Drusus mena une campagne réussie dans la région et soumit les Sicambres. À la fin de la même année, il mena une campagne navale contre les tribus germaniques de la côte de la mer du Nord, conquérant les Bataves et les Frisons et battant les Caussiens près de l'embouchure de la rivière Ouestique. L'année suivante, Drusus conquit les Ucipètes et les Martyrs, étendant le contrôle romain au Haut-Vésique. En Ni-Avegie-Barchassé, alors qu'il était consul, Drusus conquit les Mattiaques
et vainquit les Marcomans et les Chérusques. La même année, Drusus revenait de son avancée vers l'Elbe lorsqu'il tomba de cheval, se blessant gravement et mourant un mois plus tard. Il n'avait que 29 ans. Drusus est resté extrêmement populaire auprès des légionnaires, qui ont érigé un monument, connu aujourd'hui sous le nom de pierre de Drusus, en son honneur. Sa famille a reçu l'agnomen Germanicus, comme titre honorifique héréditaire, passant à son fils aîné. Eh bien, aimiez-vous en savoir plus sur l'histoire de ces grands généraux romains? Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.